Société avec Nick Payne. Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour une autre édition de cette émission hebdomadaire et merci d'être à l'écoute cette semaine. Nous revenons sur l'actualité politique dans un instant avec le duo des Frédéric cette semaine, Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe. Un peu plus tard, nous jasons avec Christian Dufour, le politologue et auteur que vous connaissez bien, au sujet de ce texte qu'il a fait paraître dans la presse récemment intitulé « Nous ne sommes pas américains ». Voilà qui juste le titre déjà nous porte à réfléchir. On va aller un peu plus, on va bien sûr creuser ce sillon avec Christian Dufour. Et puis en fin d'émission, Nicolas Vidal en direct de Paris nous fait un peu le point sur l'actualité française. Quand on regarde ce qui se passe là-bas, parfois ça nous, en ce qui a trait à la pandémie particulièrement, ça nous annonce un peu ce qui s'en vient ici. En tout cas, ça a été comme ça pendant les 6 ou 7 derniers mois. Espérons que ce qui se produit là-bas ne s'en vient pas trop ici, cela dit, mais on va vérifier tout ça avec Nicolas Vidal dans quelques instants. Alors, il est chroniqueur au journal Métro, il est juriste, il est aussi d'ailleurs, disons-le en toute transparence, parmi les avocats des plaignants dans la cause là, contre la loi 21. On va y revenir pendant la chronique. Je parle de Frédéric Bérard, bien sûr. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour Nick Payne. Et Frédéric Lapointe est avec nous également, fondateur de la Ligue d'action civique et militant du Parti québécois, ancien candidat dans Maurice Richard. Bonjour Frédéric Lapointe. Bonjour. Merci d'être là ce matin, ou ce midi. Je dis tout le temps ce matin parce que je suis un couche-tard. Puisque j'en parle de la loi 21, tiens, complétons, on va faire comme le lien avec l'émission de la semaine dernière, Frédéric Bérard, parce que je vous avais dit que vous pourriez en parler. Il y a une intéressante... Pardon, vous dites... Non, on va faire juste un petit topo là-dessus, parce que même si ça vous met dans une drôle de position, c'est quand même dans l'actualité cette semaine, même si on n'en parle pas encore beaucoup, on peut imaginer qu'on en parlera davantage dans un futur proche. Alors, j'allais dire qu'il y a une symétrie intéressante parce qu'on avait Guillaume Rousseau la semaine passée qui, lui, est du côté de ceux qui sont en faveur de la loi 21 dans cette cause-là. Et on lui a demandé de nous parler de façon dépassionnée, là, relativement objective, j'espère, des témoignages qui ont été entendus la semaine dernière, donc qui étaient ceux des gens qui s'opposent à la loi 21. Et puis, ben voilà que vous, Frédéric Bérard, vous pourriez nous parler un peu de ce qu'on a entendu cette semaine, c'est-à-dire les gens qui sont en faveur. Qu'est-ce que ça vous a donné comme impression ou comment pouvez-vous nous résumer ça? Moi, j'ai le goût d'aller ailleurs, Nick. Vous me direz ce que vous en pensez. Ben, allez-y. Parce que les témoignages, évidemment, c'est long, c'est fastidieux, puis je veux pas influencer le tribunal non plus. Tout ça est public, hein, par exemple, si les gens veulent assister au procès, ils peuvent le faire. Moi, je vais juste répondre, peut-être que ça va vous intéresser davantage, en tout cas, vous me direz, mais à un argument que je trouve assez fallacieux, pour pas dire vicieux, qui est celui de dire, si tu attaques la loi 21, t'es un multiculturaliste, puis là, ils ont sorti le truc c'est Joseph Facal cette semaine dans une chronique, mais absolument épouvantable, en disant c'est David contre Goliath. Goliath est en nous, apparemment. Parce que vous êtes du côté du gouvernement fédéral avec ses moyens illimités. Ça, ce sont les mots de Joseph Facal. Ben, le gouvernement fédéral, là, il est pas là. À un moment donné, il va falloir arrêter de niaiser, là. Il n'est pas là, le gouvernement fédéral. Arrêtez de déconner. Mais est-ce qu'il est là en argent? En sous-main? Ben non. Je veux dire, en tout cas, est-ce que j'ai pas les moi, j'ai rien reçu du fédéral. En tout cas, si jamais il y avait des sous disponibles, vous me le direz, je n'irais pas ça. Si on reçoit une enveloppe, ici pour vous, une enveloppe brune, je vous en parle. Je vous ferai faire le message par personne interposée. Oui, c'est ça, c'est gentil. Mais tu sais, il faudrait arrêter de déconner aussi. David contre Goliath. Goliath, c'est quoi? C'est une fédération d'enseignement, parce que moi, c'est ma cliente, Fédération d'enseignement du Québec. Ça, c'est Goliath. Puis David, le pauvre petit David, chez l'État du Québec, pauvre petit pit, sont 6 procureurs
procureurs de l'autre bord. Peut-être qu'il y en a qui font de la recherche dans le bureau en plus. On juste 6. Plus le mouvement laïque de Rousseau. Alors, va pour David contre Goliath, mais vous avez dit quelque chose d'intéressant au début. Pas que ça soit pas intéressant, mais vous avez dit le multiculturalisme. Vous voulez pas vous faire enfermer dans la case. Vous pensez que le débat est trop binaire. Autrement dit, vous voulez dire que c'est pas parce que on s'oppose à certains pans de la loi 21 qu'on est forcément multiculturaliste. Alors, comment feriez-vous la distinction? Parce que l'argument, là, c'est le multiculturalisme à la Trudeau, évidemment, si on l'a compris. Sauf que, est-ce que ces gens-là, moi, ça me dérange pas que les gens qui connaissent pas le droit parlent de droit, mais encore faudrait-il avoir un minimum de rigueur pour pas dire des conneries. Dans un Québec indépendant, là, est-ce qu'il y en aurait eu un recours sur la loi 21? Ben moi, je vous garantis que oui. Savez-vous pourquoi? Parce que, sauf erreur, il y aurait encore une charte québécoise. Et le recours, actuellement, est aussi pris en vertu de la charte québécoise, autant que de la charte canadienne. Oui, et la disposition la disposition de dérogation est utilisée dans les deux chartes, si je comprends bien, hein, aussi. Oui. C'est exact. Mais il y a un recours quand même en vertu de la Charte québécoise parce qu'il y a d'autres dispositions potentielles et ainsi de suite. Même chose pour la Charte canadienne. En d'autres termes, sans Charte canadienne, ce recours-là pourrait exister quand même, à moins que vous me dites que dans un Québec indépendant, vous ne voulez plus vivre dans une société de droit, vous ne voulez plus qu'il y ait de contrôle judiciaire, vous allez sacrer la Charte québécoise à bout de bras dans le shredder, puis that's it, puis on va laisser Simon Jolin Barrette décider ce qui est bon en droit en tout temps. Si c'est ça votre conception de la démocratie basée sur un État de droit, moi c'est drôle, ça m'intéresse pas pantoute, mais vraiment, vraiment pas. Alors le lien entre le multiculturalisme, c'est ça. Moi, dans mon cas très précis, là, c'est la Fédération autonome d'enseignement du Québec. Savez-vous quoi? Ils ont 50 quelques mille membres et ils ont une obligation légale de défendre des membres qui, là, actuellement, du fait de la loi 21, sont bloqués à l'intérieur même des infrastructures. Ils ne peuvent pas avoir de promotion. Oui, alors vous êtes en train de me dire que ce syndicat-là en particulier ici n'est pas nécessairement en train de prendre position en faveur du multiculturalisme, par exemple, pour transposer votre propos. Absolument pas. Puis de toute façon, je veux dire, puis même si c'était le cas, là, pour ceux encore là, qui connaissent pas ça, là, allez lire l'article 43 de la Charte québécoise avant de dire des conneries. L'article 43 de la Charte québécoise, là, ben, c'est une clause sur le multiculturalisme. C'est drôle, elle est dans la Charte québécoise. C'est pas Trudeau qui a inventé ça. La meilleure preuve, c'est que la Charte québécoise est née avant la Charte canadienne. Ah, mais ça, faut pas le dire, ça, parce que c'est bien plus pratique de dire c'est la faute de Trudeau, l'argent du fédéral, David contre Goliath. Ceux qui gueulent en plus, ouais, mais là, la Charte canadienne n'a jamais signé ça, J'ai vu Jean-François Lisée faire un tweet là-dessus la semaine passée. Ben, des petites nouvelles pour vous. La dérogatoire qui est utilisée, là, est utilisée dans la Charte canadienne. Dans la Charte, oui, c'est ça. Maître Bérard, vous avez épuisé votre temps de parole. Frédéric Lapointe, si vous êtes pas parti en courant, dites-nous donc. Non, mais il y a plusieurs choses intéressantes. Alors, le multiculturalisme, là, dites-moi ça. Est-ce que vous faites le lien, vous? Un petit angle sur la FAE. La FAE fait son travail, elle défend ses membres, et elle le fait dans ce dossier-ci, même si la majorité de ses membres, lorsqu'on les sonde, sont favorables, par ailleurs, à la loi 21. Mais ça, c'est la réalité d'un syndicat. Il a à défendre les intérêts de ses membres dans des dossiers qui concernent leur embauche. Et donc, effectivement, on peut pas dire que ce syndicat est multiculturaliste par définition, puisque même la majorité de ses membres appuient le projet de loi 21. Mais c'est vrai que dans un Québec souverain, la situation aurait été, la question juridique aurait probablement été posée de la même façon. Mais ces questions-là, si elles se retrouvent devant des juges, c'est pas simplement parce que on a besoin d'ouvrir un texte de loi et de regarder c'est quoi, qu'est-ce qui est écrit pour savoir exactement ce qu'on doit faire. Je suis pas avocat, je tiens à le mentionner, mais l'interprétation des lois, l'établissement du droit, il y a une grande zone de gris. On établit ce qui est raisonnable. Il y a des limites à la plupart des principes qui sont en concurrence les uns entre les autres. Et le problème, quand on est dans une fédération canadienne, c'est qu'on se retrouve ultimement devant des juges qui ont été sélectionnés par d'autres instances politiques, qui sont eux-mêmes habités de courants d'idées, de courants politiques qui changent au fil du temps. C'est tout à fait normal. Parfois, ils sont imprudents et ils se mettent à militer en dépit de militer, prononcer des conférences devant des groupes. Vous parlez de la juge Duval-Essler, par exemple. Exactement. C'est un cas, mais il y en a d'autres. Et c'est pour ça qu'on veut que les juges aient un devoir de réserve, pour qu'on puisse croire que leur jugement est objectif. Et donc, même si les lois peuvent être les mêmes, même si la Charte québécoise est très, très, très proche de la Charte
canadienne. Il reste que c'est un problème de pouvoir entre des communautés, des nations, des gouvernements distincts. Et dans ce cas-ci, même si moi, je pense que la Cour va être très prudente dans le dossier de la loi 21, que des gens s'inquiètent qu'ultimement ce soit jugé dans une cour qu'ils considèrent étrangère, ben oui, il y a là quand même le même objectif. Mais attendez, Frédéric Bérard, Frédéric Bastien, Bastien, c'est parce que vous avez parlé de la juge Duval-Essler qui avait été la cible de Frédéric Bastien, l'historien. Bon, Frédéric Lapointe, voilà, celui qui est à un Fred d'être un chanteur rock. Oui. Est-ce que vous pensez quand même que même si on comprend là, que Frédéric Bérard ne veut pas être un multiculturaliste, ne veut pas se faire étiqueter comme ça parce qu'il s'implique dans cette cause, est-ce que vous considérez qu'il y a quand même ce débat-là, en filigrane au minimum, qui vient teinter toute cette affaire-là? Moi, je pense que oui, mais c'est pas en soi un problème que nous puissions discuter de l'orientation multiculturaliste ou nationaliste de la chose, parce que forcément, d'un côté du débat, il y a ceux qui, et ils sont généralement partisans de la loi 21, qui considèrent que pour créer un environnement davantage commun, le vœu de la majorité représentant une certaine nation, eh bien que ceci doit avoir du poids et que ceci justifie, par exemple, le recours à la clause dérogatoire. Il peut y avoir d'autres raisons d'utiliser la clause dérogatoire, mais fondamentalement, derrière l'argument, au-delà de la laïcité, il y a l'idée qu'il y a une nation qui parle à travers cette loi. Si on prend le point de vue multiculturaliste, il y a une certaine, c'est pas absolu, là, mais une certaine négation de la légitimité de la nation qui parle à travers une loi et qui impose quelque chose à quelqu'un d'autre, une communauté, des individus, des employés. Et donc, c'est forcément présent, et c'est pas pour rien que dans le débat politique, il y a, oui, des nationalistes qui sont, pas complètement, mais majoritairement derrière la loi 21, et d'autres qui s'identifient à une orientation multiculturaliste, pas tous, mais certains, et qui sont contre la loi 21. Donc, je pense que c'est assez inévitable que les deux débats se rencontrent. En 2 secondes, Frédéric Bérard, parce qu'il faut qu'on passe à un autre sujet tout aussi intéressant. Très rapidement, deux choses qui me titillent avec ce que vient de dire Frédéric, c'est l'espèce de présomption que le juge en question va avoir un biais pro-fédéral par définition. Non, mais c'est l'apparence de. Hein? Vous savez bien, vous, pour être juriste, que ça compte, ça aussi. L'apparence. Je veux dire, voulez-vous que je vous sorte des décisions, moi, qui ont été ultra pro-identité au Québec en matière de langue, par exemple, ou en matière de charte québécoise tout court rendue par la Cour supérieure. Je veux dire, ça, il y en a des tonnes. Donc, c'est de présumer que si on perd, on sait bien, c'est à la faute du fédéral. Puis si on gagne, on va tout être excité. Regardons ça comme on est bon. En tout cas. Puis l'autre, mais moi, je pense que tu vas perdre, Frédéric. Fait que, on va être contredit sur ce sujet-là, en effet. Vous avez compris, je peux pas me prononcer là-dessus, mais la dernière affaire, très rapidement, Nick, qui m'achale un peu, laissez faire cette étiquette-là multiculturaliste. Je parie que si je faisais un référendum avec vos auditeurs, là, puis il y avait, je sais pas, disons 10 000 personnes qui écoutaient, j'aurais à peu près 10 000 réponses différentes. La réalité, là, c'est que le recours ici est notamment entrepris en vertu de la liberté de religion de conscience et du droit à l'égalité. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes musulmanes qui, à 90%, vont casquer en rapport à cette loi-là. En tout cas, du moins celles qui choisissent le port de signes religieux ostentatoires. Il faut faire attention de ne pas mettre tous les musulmans dans le même panier, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'ostentatoire là-dedans, premièrement. Puis deuxièmement, sur la question de la discrimination, moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui nous a dit, un juriste, non, c'est pas discriminatoire, ça s'applique à tous les signes religieux. Ça, comme argument, je trouve ça d'une absurdité totale, parce que la discrimination en droit, qu'est-ce qu'elle empêche? Elle empêche de faire des inégalités de traitement. Or, dans ce cas-ci, on vous dit que la religion... Non, mais Frédéric Bérard, ce ne sont pas... je comprends que le terme signe religieux ostentatoire ne vous a pas convenu, mais ce ne sont pas, bref, toutes les femmes musulmanes qui choisissent de porter le voile, par exemple, disons-le plus simplement. C'est bien, mais c'est parce que la liberté de religion, si tu dis, hey, elle va s'appliquer en autant que tu la pratiques pas, on t'aussi bien de la garrocher aux poubelles puis de répudier
tous les engagements internationaux auxquels Québec a souscrit par ailleurs, notamment en 65 avec le pacte international relatif aux droits civils et politiques, en disant on n'en veut plus de ça, nous autres on s'en fout de la liberté de région. Soyez honnêtes jusqu'au bout, parce que nous dit non, ça s'applique aussi aux catholiques. Avez-vous déjà vu ça, vous, un catholique qui se promène avec une croix de 2x4 dans le cou? Ah, ben il y a eu des sœurs, des frères avec toutes sortes de vêtements religieux, mais là on va une chance que ça vous en pas d'en parler. Devant le juge, l'enjeu de la discrimination en est un, et il est à mettre en relation avec d'autres objectifs du législateur ou d'autres principes. Donc, parfait. Une parole rassembleuse pour terminer. Changeons de sujet, si vous voulez bien. Même si vous voulez pas, on va changer de sujet quand même. Un petit tour détendons-nous un peu. La petite vie. Cette semaine, dont on a vu un épisode dans lequel Norman Brathwaite jouait un intellectuel ougandais, un sociologue ougandais, je crois, totalement déjanté et caricatural, comme c'était toujours le cas d'ailleurs de tous les personnages dans cette série-là. Donc, l'épisode en question a été d'abord retiré par Radio-Canada du site tout.tv et suite à un commentaire, dis-je bien, on présume, un téléspectateur, un spectateur, un auditeur quelconque, avant de finalement le remettre en ligne assorti d'un avertissement. Frédéric Lapointe, est-ce que on est encore là dans cette espèce de spectacle de la nouvelle censure au nom de la bonne morale inclusive? Est-ce qu'on va en sortir à un moment donné? Oui, vous allez toujours me trouver un peu jovialiste. Mais je suis conseiller pédagogique dans la vie, donc j'aime que les gens apprennent de leurs erreurs. Et dans le cas de Radio-Canada, dans ce cas-ci, je pense que c'était une erreur que de bouger trop vite, mais ça a eu le bénéfice de créer une discussion et un débat sur la question des œuvres qui peuvent être datées ou qui peuvent être reçues de façon différente, et qu'il y ait des hauts cris ou que les gens mettent du temps avant de se poser et que les nouvelles normes se mettent en place. C'est aussi assez normal. Mais je pense qu'on n'a pas à craindre pour nos trésors nationaux qui peuvent être perclus là, de préjugés, de maladresse ou de faute de goût. Je pense que le vent tourne sur ce sujet et qu'après quelques maladresses du type de celle de Radio-Canada, on verra de moins en moins là, des gestes motivés par la peur du candidaton, comme c'est manifestement le cas là, pour la décision un peu hâtive là, de Radio-Canada. Alors, un point de vue apaisé de Frédéric Lapointe. Frédéric Bérard, ça va vous plaire, ça? Ou est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a un problème là, puis qu'il n'est pas réglé? Moi, je pense pas que le problème soit réglé. Ceci, je suis d'accord avec la lecture de Frédéric, absolument. Mais je pense que c'est une tendance qui est quand même lourde. Irréversible, je ne sais pas évidemment, mais très, très lourde. Regardez, il y a eu des profs d'Ottawa là, qui se sont fait ramasser à coups de 2x4, qui se sont fait arrêter de racisme. Ça a été les 2x4 images. C'est une image, on comprend? Oui, d'accord. En attendant les vrais. Oui. Oui, exact. Et à Concordia, on a banni l'utilisation d'ouvrages de Pierre Vallière, donc celui de Dany Laferrière devrait suivre. Des commissions scolaires ont emboîté le pas. Et c'est drôle, il a fallu qu'on s'attaque à Timé et ses vidanges là, pour que l'opinion publique se réveille. Bon, oui, en même temps, l'opinion publique était déjà un peu conscientisée là-dessus. Là. Ça fait recette, ces nouvelles-là d'animatrices de CBC qui perdent leur emploi parce qu'elles ont prononcé le titre du livre de Pierre Vallière ou cette professeure de l'Université d'Ottawa dont vous venez de parler. Ça faisait quand même déjà réagir les gens. Mais là, contrairement à ce que dit l'optimiste Frédéric Lapointe, on dirait que là, le phénomène entre au Québec par la petite vie, là. Hein? Là, on a eu Kanata et Slave, là, mais... Je le disais pas de manière méprisante, au contraire, tant mieux, parce que ça élargit, je pense, le débat, si je peux appeler ça comme ça, alors que un truc d'universitaire à Ottawa, c'est quand même assez niché, idem à forte raison à Concordia, où ça se passe en anglais. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que cette tendance-là, elle est excessivement pesante. Et elle me fait craindre, honnêtement, parce que le contenu, si je peux dire le fond de l'essence du mouvement woke, je suis pas nécessairement en compte. Hein? Johnny McDonald aux poubelles, OK, moi ça me va. On y rendra quand même pas hommage. Mais la manière d'agir, par contre, ça c'est le processus d'application de l'essence, ça c'est compliqué. Pourquoi? Parce que
on le dit, hein, c'est une théorie de l'annulation. On t'annule, on t'efface, crème-scram. On l'a fait avec la petite vie et ainsi de suite. Et cette espèce de je vais décider qui a le droit de parole et qui a le droit de dire quoi, puis si t'as dit telle affaire, puis si t'as caricaturé, puis c'est moi qui décide. C'est du terrorisme intellectuel, cette affaire-là. Et comme dans n'importe quel cas de figure de terrorisme, t'as pas besoin d'en avoir une tonne pour faire peur aux gens. Et dans ce cas-ci, je suis certain qu'il y a une tonne de profs qui ne parleront plus jamais des œuvres de Laferrière, jamais des œuvres de Vallière, justement pour s'éviter qui est arrivé, et eux vont peut-être dire, ben voilà, on a créé des alliés. Moi, je pense pas que tu as créé des alliés, tu as terrorisé des alliés potentiels qui maintenant se ferment la gueule de crainte de perdre leur job. C'est pas la même chose. Alors, et vous avez aussi le phénomène, sans doute, de ceux qui, par réaction, voudront en parler plus que jamais. Et peut-être être maladroit dans ça et provoquer, ou ça c'est un autre problème. Mais justement, faisons le pont, Frédéric Lapointe, vers dans le même, un peu dans le même registre, cet accrochage cette semaine entre Jean-François Lisée et les partisans dont fait partie Frédéric Bérard de Maïté Labrec-Saganache. Alors, cette jeune elle est militante quand même, je pense, autochtone, qui faisait partie d'une vidéo faisant l'explication et la promotion du concept de racisme systémique destiné par Télé-Québec aux étudiants du secondaire. Et M. Lisée a dénoncé cette vidéo par quelques tweets. C'était pas il n'y avait rien là-dedans de violent ou d'ordurier. Là, M. Lisée disait, il s'opposait à ce qu'on montre ça aux étudiants parce que, dit-il, c'est un débat qui n'est pas encore réglé, c'est un concept auquel on n'est pas obligé d'adhérer. Mais il y avait dans ses tweets une photo, une capture d'écran, si vous voulez, sur laquelle on voyait Maïté Labrec-Saganache qui s'est vue, bien sûr, couverte d'insultes et de propos injurieux et de peut-être de menaces et je ne sais trop. Et suite à ça, vous avez eu Fabrice Ville et Judith Lucier dans la presse qui appellent maintenant les politiciens et les gens qui s'expriment dans l'espace public à plus de sensibilité, disent-ils. On comprend que ce qu'ils sont en train de dire, c'est que M. Lisée n'aurait pas dû montrer du doigt Maïté Labrec-Saganache. Mais là, est-ce qu'on n'ouvre pas la porte à la censure encore? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens de se débarrasser ou de combattre ce phénomène de l'intimidation sur les réseaux sociaux? Moi, je pense qu'il faut dénoncer l'intimidation, les commentaires ouvertement racistes qui ont pu avoir cours sous le tweet de Jean-François Lisée. Tout ça doit être dénoncé. Je pense qu'il faut être aussi prudent dans l'usage de la parole publique. Je me souviens qu'avant l'attentat dont Pauline Marois a presque été victime, il y avait des discours limite haineux sur de nombreuses radios anglophones à Montréal. Alors, pris séparément, chacun de ces discours-là pose pas nécessairement de problème, mais finissent par encourager la prise de parole de gens un peu plus dérangés. Donc, je pense qu'il faut être responsable, il faut être prudent. Est-ce que Jean-François Lisée a dépassé une ligne? Je ne pense pas, mais je pense qu'il faut être prudent. Par ailleurs, qu'on soit un militant de la cause autochtone parce qu'on l'est ou qu'on est militant de la cause autochtone, même quand on ne l'est pas, à un moment donné, on rentre dans la cour des grandes personnes. Et dans le combat des idées et dans le débat public, on ne peut pas demander à ce que les autres acteurs se taisent ou à ce que les autres acteurs ne contestent pas ce qu'on avance ou même s'opposent à notre intérêt ou à la pénétration de nos idées à gauche ou à droite, à Télé-Québec ou via les écoles. Ça fait partie du débat public et il faut accepter ce qui vient avec. Et c'est vrai pour tous les acteurs, que les acteurs soient de jeunes femmes ou de vieux monsieur. Là. Alors vous, Frédéric Bérard, qui n'êtes pas l'expert des pincettes, est-ce que Jean-François Lisée aurait dû prendre des pincettes? Est-il à blâmer dans cet épisode? Deux affaires. Premièrement, Nick, c'est drôle parce que quand on parle d'une chroniqueur de gauche, souvent, on les appelle les militantes. Hein? Ils militent. Là, comme, moi, je prenais pas ce terme-là de façon péjorative. Il m'a semblé qu'elle milite, effectivement. Oui, je sais que ça vient pas de vous, mais c'est parce que les chroniqueurs identitaires aiment bien dire que celles qui chroniquent de l'autre côté sont des militantes, alors qu'eux, les chroniqueurs... Ça milite des deux bords. Oh, oui. une certaine objectivité. Oui. Mathieu Bocoté, c'est pas un militant, ça, on sait bien, c'est un analyste parfaitement neutre de la chose politique. Je pense qu'il vous dirait qu'il ne serait pas en désaccord avec vous. Je me souviens d'avoir entendu en ondes dire qu'il milite lui aussi. Parce que dans la question des qualificatifs, évidemment que Mathieu dit très bien qu'il milite, qu'il ne s'en cache pas, c'est la moindre des choses. Mais ça serait bien d'éviter
d'ostraciser l'autre partie en disant c'est normal, hein, eux ils militent, on comprend bien, et donc ils n'ont pas cette objectivité que moi-même je peux avoir. Mais une fois qu'on a dit ça, l'autre volet, ce qui me fait rire un peu avec le truc de l'Élysée et compagnie, parce que j'étais de leur côté là, sur la question de la théorie de l'annulation de la liberté d'expression récemment avec les caricatures de Mahomet et ainsi de suite, mais c'est qu'ils reproduisent exactement de l'autre côté le processus qu'ils dénoncent. C'est-à-dire que, ah oui, toi tu défends le racisme systémique, ben je vais te sauter d'en face. Puis idéalement, ta capsule à Télé-Québec, j'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas. Moi, non, mais attendez, oui, mais ils n'ont pas dit vous devriez vous taire. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Donc, ils ne voulaient pas qu'on aille montrer ça à l'école. Mais on a accusé Télé-Québec d'avoir diffusé un truc sur le racisme systémique et l'Élysée a même dit moi, je pourrais bien faire un projet sur le fait que la Terre est plate. Donc, dans sa tête, là, l'analogie tiendrait la route en fait une patente où la Terre est plate et le racisme systémique qui est reconnu partout en Occident, par Biden, par Doug Ford, par tout ce qui existe, sauf François Legault, Jean-François Lisée et une couple d'autres. Ça, on pourrait pas le montrer. Mais si c'est pas de l'effacement, je me demande c'est quoi. Puis en plus, on rajoute une bonne couche de dérision, pour pas dire de mépris intellectuel total, en disant c'est équivalent au fait de prétendre que la Terre est plate. Et sérieusement... Là, ah oui, mais là, Frédéric Bérard, vous savez ce que c'est faire des images et des fois être un peu croustillant. Vous n'êtes pas mauvais là-dedans vous-même. Il faut bien les choisir, Nick Payne, parce que si vous comparez le racisme systémique à des débiles légers, pour pas dire profond dans bien des cas, ben là, ça se pourrait que ça ressemble à la théorie de l'effacement, surtout quand tu demandes à la télé publique québécoise de ne pas diffuser ce genre de conneries-là. Bon, il faut qu'on se quitte là-dessus parce qu'on a une émission à compléter, nous, avec d'autres sujets, mais cher duo des Frédéric, c'était très, très délicieux de vous entendre ce midi. Voilà, un nouveau mot. Et c'est le mot de la semaine, comme on dit parfois ailleurs. Et en vous saluant, merci d'avoir participé à cette discussion ce midi. Salut. Salut. Chers auditeurs, dans un instant,